YouTube, c'est Kathleen Fabrique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour du thème du patronage. Cher MyCreate et moi-même avons décidé de créer un patron de base pour une blouse et de vous le mettre à disposition gratuitement afin que vous puissiez apprendre à faire des développements de patrons vous-même. Et donc ça s'est passé sous forme de live et c'est un live que j'ai monté et que j'ai fait tout beau pour vous pour YouTube. Donc je vous laisse tout de suite avec le replay du live monté et on se retrouve à la fin de la vidéo. Petite information au passage, si tu veux suivre avec moi les développements que je vais faire, tu as le lien dans la description de la vidéo pour télécharger le patron gratuit, on le rappelle. Bienvenue dans ce cours de patronage avec moi-même. Je me suis mis en tout petit là-haut, comme ça je peux faire la petite voix sur votre épaule qui vous explique qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ensuite vous aurez bien entendu, je vous montre tout de suite cette vue-là où vous pourrez du coup voir le patronage et qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Donc, à chaque fois je vais devoir recliquer dessus. Donc pour la première partie, on va commencer avec les bases. Déjà, on va redéfinir qu'est-ce que c'est un patron, parce que c'est bien joli de faire des cours de patronage, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est un patron. Ensuite, il y a quelques petites règles à respecter qu'on va essayer de suivre de manière constante, on va dire, dans le développement de nos patrons. Ensuite, j'ai quelques petits conseils pour vous. Si vous avez, vous, des conseils, vous pourrez compléter aussi, soit dans les commentaires ou soit dans le chat. Et ensuite, on va aussi voir rapidement qu'est-ce que c'est le vocabulaire de base pour la chemise. Comme ça, on est sûr que pendant toute la durée du cours, eh bien, on va employer le même vocabulaire, les mêmes mots et que vous ne serez pas perdu quand je vais parler de pied de colle ou de ci ou de ça. On remercie PowerPoint pour les suggestions de présentation automatique, hein. Sinon vous auriez eu un beau PDF bien dégueulasse avec juste du noir et du blanc. Alors pour commencer, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un patron? Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes en train de regarder ça, vous sachiez, hein. Mais en gros, un patron, on peut dire que c'est un plan à plat d'un vêtement. C'est un guide pour couper les vêtements, puisque c'est vraiment ces traits-là qu'on va faire après, qui nous serviront ensuite comme guide et qui vont faire le contour de notre tissu. On a un peu deux choses différentes qu'il faut bien garder en tête. On a le patron de base. Un patron de base, communément, quand on en parle dans ce milieu-là, c'est une base de travail. C'est un patron qui est ultra simple et qui est près du corps. En fait, ce patron, c'est une sorte de moule de notre corps qui va venir se mettre autour de nous et qui représente notre structure, mais juste avec quelques petits centimètres de plus pour dire, voilà, toi, ton corps, il est comme ça. Et puis après, on a les patrons au final, ceux qu'on achète dans le commerce. Et là-dedans, ces patrons, eh ben, ils ont déjà des modifications, ils ont des fronces, ils ont des pinces, ils ont plein de choses sympathiques qui ont été rajoutées en plus. Et on y a intégré des aisances. Un patron de base, ça sera jamais quelque chose de ample. Si par exemple, vous voulez faire la chemise qu'on vous a concoctée de manière beaucoup plus ample, eh bien, ça sera à vous de rajouter les aisances. Notre patron, on peut dire qu'il se situe un petit peu entre ces deux choses. C'est-à-dire que c'est un patron, c'est pas un patron de base parce que vous pouvez l'enfiler et vivre dedans. Un vrai patron de base, si vous le cousez, ben, c'est juste un truc qui est près de votre corps et puis qui ressemble pas à grand chose. Notre patron, il a déjà le col, le pied de colle, voilà, il est déjà plus avancé, mais il n'y a pas de fioriture. C'est vraiment les choses les plus simples possibles, pour qu'ensuite vous puissiez venir sur votre modèle et dire voilà, moi je veux faire ça, j'aimerais ajouter ce détail et que vous n'ayez pas besoin d'enlever d'autres détails pour en remettre d'autres. Donc notre patron avec Cher MyCreate, il se situe un petit peu entre deux. Ensuite, on a des petites règles à respecter qui sont importantes. La première étant qu'un patron reste toujours plat. Si vous êtes en train de bidouiller je sais pas quoi et que d'un coup vous avez votre patron qui commence à gondoler, ça veut dire qu'il y a un problème à quelque part. Ça semble finalement assez logique que notre patron reste toujours plat, puisque quand on va couper notre tissu, eh ben, on va venir étendre notre patron par-dessus, et s'il y a des bosses, ben forcément ça veut dire que le tissu ne va pas suivre notre patron, et donc on a un problème.
Votre patron va donc toujours rester plat. Une aisance doit être respectée, sinon le vêtement sera trop petit. Vous n'avez pas le droit, à part si vous êtes en train de travailler du stretch, mais là aujourd'hui on se sort le jersey de la tête, on se sort le stretch. Nous on va travailler avec des tissus qui sont tissés et qui ont potentiellement peu d'élasticité. Vous n'avez pas le droit de prendre votre tour de poitrine, de dire « Ah, je fais 92, eh bien mon patron va faire 92 ». Si vous faites ça, vous ne pourrez pas respirer dans votre patron. Donc, si vous êtes en train de bidouiller avec votre patron, testez différentes choses, voilà. Si vous êtes en train d'enlever quelque chose, essayez bien de regarder que vous ne soyez pas en train d'enlever sur votre aisance et que si vous enlevez à quelque part, potentiellement, vous devrez rajouter ailleurs. Ensuite, si vous avez des questions entre deux, vous n'hésitez pas à me les donner aussi au passage et puis j'y réponds au fur et à mesure. Si la ligne A et la ligne B sont cousues ensemble, alors la distance A doit être égale à la distance B, sauf cas spéciaux. Mais c'est logique que notre couture qu'on va venir faire, on doit assembler 2 pièces de tissu ensemble et donc ces 2 pièces doivent être de la même longueur. Réfléchissez là dans quel cas ça pourrait être différent. On a par exemple à l'épaule au dos qui est assez souvent 1 cm plus large que le devant. Nous avons aussi le cas où on a des plis ou des fronces, où forcément on a plus de tissu d'un côté que de l'autre. Mais dans le cas d'une couture plate, alors jamais une distance sera plus longue que l'autre. Et on a ensuite la dernière règle à respecter, votre patron final. Votre patron que vous êtes en train de faire, c'est votre patron 100% correct et c'est ce que vous allez couper dans votre tissu. Quand on commence à bidouiller, quand on teste, il est très tentant de se dire bon alors je ferai ça sur le tissu ou bien je me rappellerai de... Non, c'est faux. Vous ne vous rappellerez pas, n'ayez pas cette confiance en vous. Donc ça veut dire que quand vous voulez faire ça sur votre patron, vous faites ça sur votre patron et vous ne faites pas autre chose et vous ne mettez pas des détails que vous regarderez après. Votre patron, c'est votre patron que vous allez découper, c'est votre patron final. On ne bidouille pas autour de ça, sinon je vous promets qu'une fois il vous arrivera des bidouilles. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais peut-être quand vous devrez couper votre tissu ultra cher, là, celui-là, on veut pas se louper. Donc votre patron, c'est votre patron final. Et puis surtout, si vous vous en rappelez demain quand vous découpez votre tissu, c'est pas un problème. Par contre, je suis pas sûre que dans 2 ans, quand vous voulez reprendre votre patron, vous vous en rappellerez toujours. Donc on termine ces patrons jusqu'au bout, on veut des trucs qui sont nickel. Ensuite, j'ai quelques petits conseils pour vous à vous donner, histoire que vous soyez consistant dans votre manière de travailler et que tout se passe bien pour vous. Quand on n'a pas l'habitude de patronner, des fois il nous manque un petit peu ces petits codes au début et donc ça c'est des choses que on voit avec l'expérience qui sont assez bénéfiques de faire. La première étant, notez toujours sur votre patron la date et vos mensurations à ce moment-là. Les années passent beaucoup plus vite que ce qu'on s'imagine, même moi du haut de mes 24 ans je peux dire ça, et un patron qu'on fait maintenant, dans 5 ans on voudra peut-être le reprendre mais on saura plus qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous notez la date, vous dites voilà ce patron a été fait tel et tel mois, année, le jour c'est pas forcément nécessaire mais le mois et l'année. Vous pouvez aussi noter éventuellement l'occasion pour vous rappeler un peu les souvenirs de ce que c'est. Si vous voulez faire un petit dessin technique aussi pour dire voilà ce patron c'est ça, ça peut être super pratique. Et surtout vous allez noter vos mensurations. Vous pouvez vous baser sur votre tour de poitrine, le tour de taille et votre tour de hanche. Comme ça vous donne une bonne indication de votre corps à ce moment-là. Nos corps ils changent, ils évoluent dans un sens, dans l'autre. Peu importe. Et donc si vous changez en cours de route, vous saurez que vous ne pourrez pas reprendre votre patron tel quel. Indiquez aussi vos valeurs de couture si elles ne sont pas incluses.
Comme ça vous aidera à être consistant. Et surtout, si vous coupez votre tissu sans mettre les valeurs de couture, que vous notez pas, des fois on laisse un peu traîner, puis on reprend la pièce un peu plus tard, puis on se dit mince, j'avais laissé 1,5 ou j'avais laissé 2. Donc ce que moi je fais, c'est que au bord de ma ligne, je note le chiffre en centimètres de ce que j'ai comme valeur de couture, par exemple 1,5, et ensuite je l'entoure. C'est mon code pour dire ça, c'est valeur de couture. Et puis, si vous avez votre patron qui a les valeurs de couture qui sont déjà incluses, mais le bord n'est pas forcément noté, vous pourriez aussi noter les valeurs de couture. Comme ça, si vous avez bidouillé, de 1, vous vous en rappelez. Et puis, si vous ressortez pas la marche à suivre à chaque fois, vous avez au moins toujours les valeurs de couture et puis vous savez avec quoi vous travaillez. Je vous laisse aussi, si vous avez des bons plans ou des conseils à nous partager dans le chat, vous pouvez sans autre les envoyer maintenant. Comme ça, je pourrai les rajouter aussi à la fin. C'est important que vous travaillez aussi toujours avec des contre-marques. Quand on a des lignes qui sont très arrondies ou qui sont spéciales à mettre ensemble ou qui sont très longues, c'est important d'avoir tous les temps de temps une sorte de petit checkpoint comme ça qui va nous dire ce point-là, tu vas bien le mettre avec ce point-là. Comme ça, on est sûr qu'on tire pas trop d'un côté puis que c'est en train de décaler de l'autre et qu'au final, on ait un tissu qui tire. C'est spécialement visible dans le satin par exemple. Là, dès qu'il y a un micro décalage, ça se voit immédiatement, et donc travailler avec des contre-marques sur les longues lignes, c'est super pratique. Par exemple, si vous faites une jupe ou une robe longue, c'est bien d'avoir une contre-marque au niveau des hanches et puis encore une entre les hanches et votre ourlet. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir à intervalles réguliers vos petits checkpoints. Vérifiez toujours vos lignes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on aimerait que notre couture de côté corresponde avec le dos et le devant, que ça soit à peu près la même ligne si possible, sauf cas spéciaux. Par exemple, si on ajoutait une pince devant et que ça décalait le devant, alors du coup la ligne serait un petit peu modifiée. Vous voulez aussi vérifier à votre ourlet, par exemple, que l'ourlet corresponde avec l'ourlet devant et dos, ou bien que votre emmanchure devant et que votre emmanchure dos se connectent juste, ou alors que votre couture d'épaule connecte aussi juste et que la ligne soit jolie. En gros, toutes les lignes où vous allez devoir venir coudre quelque chose, vous regardez qu'elles soient la même forme, si c'est nécessaire, et vous regardez qu'elles soient qu'elles correspondent au niveau des angles. Et le dernier conseil, si vous êtes débutant et que vous commencez à jouer avec vos patrons, je vous recommande de faire une toile. Pourquoi? Parce que c'est possible que des fois, on fasse de la merde quand on est en train d'apprendre. Hein. Et si vous devez couper un tissu qui est plutôt cher, que vous n'avez pas envie de le gâcher, vous avez tout intérêt à avant faire une toile, faire vos modifications de patron et vérifier que tout soit ok avant de couper dans votre bon tissu. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire de cette manière, mais je peux que recommander que vous fassiez une toile si vous vous sentez pas 100% à l'aise. Voilà. Donc avec ça, ça conclut notre petite partie sur les conseils. Donc on peut continuer avec le vocabulaire de base pour la chemise. Donc je vous ai mis ici quelques petits exemples et on va voir qu'est-ce qui représente quoi. Donc on a ici un dessin technique du devant d'une chemise et le dessin technique du dos d'une chemise. Notre patron, il est très similaire à ça avec Anaïs. Il y a juste la plaque dans le dos que nous, on n'a pas fait. Donc, regardons qu'est-ce qui correspond à quoi. On a ici cette partie-là qui correspond à ça sur le dessin et ça, c'est le col. Juste le col. On a ensuite cette partie-là qui est le pied de col. Le pied de col, c'est cette partie qu'on voit ici et puis c'est la mini partie qu'on voit dépasser ici. C'est en fait la pièce qui viendra être cousue sur le corsage. Donc vous avez le corsage, le pied de col et ensuite le col. On a la partie du devant du vêtement, donc on peut l'appeler le devant, le corsage devant, comme vous préférez. Et on voit ici qu'on a une pince poitrine. Et ici, on a les pinces de taille. Et ces pinces de taille, ils permettent de cintrer le vêtement. Là, par exemple, on voit qu'on a supprimé la pince de taille. On a ensuite la manche. Et sur cette manche, on va venir ajouter un poignet qui est ici.
Et puis là, on a encore la petite patte de boutonnage pour la fente qui est visible de ce côté-là. Et donc nous, sur notre patron, vous avez la manche et puis vous avez aussi le poignet. La fente, vous la gérez comme vous avez envie avec un biais par exemple, ou bien vous faites ça vous-même. Mais cette partie n'est pas présente sur le patron. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle la plaque du dos. Donc ça, c'est cette partie qui est ici. Et elle est souvent faite dans les chemises. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une couture à ce niveau-là, qui va ensuite être assemblée avec le corsage dos ou le dos. Et dans ce dos, on va venir souvent y ajouter un pli ou des fronces pour avoir un petit peu plus d'ampleur dans le dos. Donc, si on répète, on a le col, on a le pied de col, on a le corsage devant, on a la manche, on a le poignet, ou on peut aussi l'appeler bracelet. Bracelet, ça serait plutôt dans le sens où ce serait plus fin. Mais donc on a ici le poignet, on a la patte de boutonnage pour le poignet, on a la plaque et nous avons la partie du dos, le corsage dos, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, donc comme ça on est à jour avec tout notre vocabulaire. Et si il y a des autres mots que vous aimeriez savoir ou qu'est-ce que c'est, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires ou dans le chat et on va pouvoir éclaircir tout ça. Alors, est-ce que du coup vous avez des questions pour les bases? Donc pour YouTube, vos questions ça sera dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Nous allons donc parler de la pince de poitrine et de son déplacement comme première partie de ce cours. Pour ceci, vous aurez donc besoin de 3 copies de votre corsage devant et uniquement de votre corsage devant. Donc, si c'est pas encore fait, je vous laisse le faire en même temps que je suis en train de parler. Et donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qui englobe, qu'est-ce qui rentre sous la définition de pince de poitrine et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc on va regarder les différentes manières d'intégrer la pince de poitrine, on va regarder son déplacement et ensuite on aura 3 modèles qu'on va pouvoir faire ensemble. Le premier, ça sera envoyer la pince de poitrine dans la taille. On va aussi voir la pince froncée dans la couture vers l'épaule. Et on va regarder en dernier une pince dans une découpe et dans ces découpes on pourra y intégrer des petits volants comme c'est à la mode et comme on a vu plusieurs fois par exemple chez Cézanne. Hop, les intégrations de la pince de poitrine. Une pince de poitrine en fait c'est quoi? C'est le volume de notre poitrine qu'on va venir mouler ou mettre en avant comme vous voulez. Et pour ce faire, on a plusieurs options. Le volume, il est là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? La première réponse, c'est le déplacer. Puisque sur un patron de base, la pince, normalement, elle partira d'ici, donc au point de poitrine, et puis elle ira se mettre dans la couture d'épaule. C'est les bases, c'est standard, et avant de faire quoi que ce soit, normalement, les pinces se trouvent ici. Et là, on voit sur cet exemple que la pince a été envoyée dans le côté et c'est même une variante qui est assez stylisée puisqu'on a envoyé la pince vachement plus bas que d'habitude. Normalement, on l'enverrait plutôt ici et c'est ce qu'on a fait sur notre patron avec Anaïs. Vous avez ensuite dans le tracé d'une découpe, donc là vous voyez on a un panneau et un deuxième panneau ici et donc on profite du fait qu'on a une couture ici pour y ranger la pince. Et ensuite, la dernière option que nous avons, c'est donc de froncer ou de plisser, peu importe. Mais on va venir prendre tout le tissu qu'on a et créer des petits volumes en bas, ce qui permettra quand même de venir mouler la poitrine, mais à l'aide de fronces ou de plis. Hop. La première étape à savoir, c'est qu'on peut la déplacer, notre pince de poitrine. Et ça, c'est en fait très simple à faire. Normalement, on va partir du point de poitrine. Le point de poitrine, c'est quoi? C'est ce point ici. Donc là, on voit, on a notre patron de base. Hein, c'est pas ce qu'on a fait avec Anaïs, ça. Et ça, c'est vraiment, ça correspond à votre téton pour être dit comme ça doit être dit. Donc c'est vraiment chez vous le point le plus pif en avant par rapport à votre poitrine. Ok? Et donc, cette pince-là doit arriver pile au bout,
au bout du téton. On va dire ça comme ça. Et ensuite, donc ça c'est sur le patron de base, et ben ce point vous pouvez le faire pivoter de plein de manières. Et on voit ici plusieurs exemples. Donc là par exemple, on a pris notre pince et on l'a envoyé dans l'encolure. Là on a un autre exemple d'encolure. Là on voit que c'est parti dans la couture d'épaule. Ici on l'a envoyé vers le bas, vers la taille. Et on a plusieurs variantes pour envoyer ça dans la taille. Il y a une chose très importante à se rappeler avec ça. C'est que notre point de poitrine, eh ben, c'est notre téton, d'accord? Et ce point, eh ben, on peut pas le déplacer comme on veut. Le centre, il doit rester assez près de notre point de poitrine, sinon vous allez vous retrouver avec quatre nibards comme ça et dont 2 seraient pas forcément souhaitables, puisque ça va vous faire un point mais à un endroit où vous n'avez pas de volume, donc vous aurez l'impression d'avoir 4 boobies. Et pour ça, on a une petite règle, c'est que en partant du patron de base, on aura le droit d'aller 1 cm vers l'intérieur du vêtement, 1 cm en haut et en bas, et 3 cm vers l'extérieur. Donc ça vous crée une sorte de cercle autour de votre poitrine, et vous pouvez vous imaginer sur votre point de poitrine, vous regardez le cercle un peu ovale que ça crée, et vous vous dites, voilà, dans cette zone-là, j'ai le droit de déplacer ma pince. Maintenant, il y a de nouvelles méthodes de patronage qui disent aussi qu'on peut circuler dans un rayon d'à peu près 5 cm autour de la pince. L'important pour vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous voyez votre corps et vous vous dites, si je déplace le point qui est ici, là, est-ce qu'il y aura un problème ou est-ce qu'il n'y aura pas de problème ? Par exemple, moi je vois là, je me dis bon, peut-être je peux déplacer 2 cm ici. Là effectivement je peux aller un bout plus loin, c'est ok. Dessous et dessus, je vais pas trop bouger non plus, parce que sinon j'aurais l'impression que mes nénés ils sont suspendus là, ou alors qu'ils tombent. Donc ça c'est à vous un petit peu de regarder. Et pour déplacer la pince de poitrine, quand le point de poitrine est au point de poitrine, ce qui n'est pas le cas sur notre patron, et je vous montrerai après comment repartir de la base pour ça. Eh bien, quand le point est au point de poitrine, ce que vous faites, c'est simplement que vous allez couper la pince, couper à l'endroit où vous voulez votre pince qu'elle arrive, donc soit dans l'emmanchure, ici, là ou là. Et ensuite, vous fermez votre patron tout bêtement, et puis ça va écarter de l'autre côté. C'est aussi bête que ça. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite après. Et on va pouvoir commencer directement du coup avec notre modèle 1 qui serait d'envoyer la pince dans la taille. Donc vous voyez ici, on a 2 exemples. On a ce premier exemple où le volume est réparti en fronces. Et pour ce deuxième exemple, on voit que c'est une pince qui a été cousue et qui est fermée. Une fois que vous avez vos volumes qui sont déplacés, vous verrez, c'est assez facile en fait de décider est-ce que ça va là, est-ce que ça va là, et est-ce que j'en veux des fronces ou est-ce que j'en veux une pince qui est cousue. Donc je vais prendre mon matériel et je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Je me demande du coup dans le prêt-à-porter comment ils font pour gérer le point de poitrine, il y a tellement de morphologies différentes. Et oui, et c'est pour ça qu'on a des standards qui sont définis selon une moyenne dans la norme, voilà, hein. Et du coup, ce point de poitrine, on le met là. Et puis, si vous n'avez pas une poitrine comme les autres, c'est tant pis pour vous. Mais c'est comme pour tout, c'est comme si on a une taille très marquée ou alors au contraire une morphologie très en H. C'est comme si on a des grosses fesses ou alors pas du tout de fesses. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent malheureusement. Donc on va maintenant regarder ensemble comment on va pouvoir développer cette variante. Et pour ceci, je vous passe là. Donc nous avons notre patron qui est copié ici. C'est la base à laquelle vous avez accès en téléchargeant le patron gratuit sur le site de Share My Create. Et donc on va vérifier, on va regarder comment passer cette pince-là, notre pince de poitrine, dans la taille. Est-ce que je vous mets plutôt comme ça ? Je pense que je vais vous mettre plutôt comme ça sera peut-être plus clair. Après, on va changer au fur et à mesure.
Donc cette variante, ça peut être intéressant si vous raccourcissez votre blouse et puis que vous aimeriez quelque chose qui va peut-être jusqu'à la taille et puis qui est un petit peu cintré comme ça. Ou alors si vous rajoutez des découpes ou si vous enlevez la fermeture devant. Toujours est-il que je vais vous la montrer. Donc, pour ce faire, on va commencer à tracer un premier trait à la taille. J'ai besoin de mon équerre qui se trouve ici. Parce que, eh bien, on va pas laisser le tissu faire n'importe quoi au-delà de la taille. Mais comme là, on est en train de s'exercer sur les pinces de poitrine, je vais pas vous expliquer tout ce qui se passe plus loin. Parce que sinon je vous invite simplement dans mon école et puis vous venez prendre les mêmes cours que mes élèves. Donc, pour ce faire, je vais me mettre perpendiculaire au milieu devant avec mon équerre. Et puis, comme je suis flemmarde, ensuite, ça me permet d'avoir mon repère pour la grande règle. C'est pas cette pointe de stylo que j'ai besoin, c'est celle-ci. Ça me permet d'être perpendiculaire comme ça, hop, et de définir ma taille. On va partir du principe que ce qui se passe après, c'est pas mon problème et que vous vous démerdez. Moi, je vous montre comment on s'occupe de la pince de poitrine uniquement. Donc, je coupe à ma taille et ça c'est autre chose. Alors, nous, ce qu'on veut bien faire, donc, c'est venir amener cette pince là. Maintenant, pour ça, on va faire une petite vérification. Vous allez, je vais vous montrer, vous allez venir mesurer vos 2 points de poitrine, donc les 2 points les plus à l'extérieur, et vous allez regarder la largeur entre ces 2 points. Officiellement, on la met autour des 20 cm. Moi, c'est plutôt 19 cm. Ok? Donc ça, vous pouvez faire la vérification chez vous. Hop. Et donc, 19 cm divisé par 2, j'ai toujours la flemme de calculer, donc je plie mon centimètre en deux. Je vois que ça fait 9,5. On va venir voir. Ça, c'est mon milieu devant. Si je me place là, vous voyez, là, on est à 16. Et moi, j'aimerais que mon point de poitrine y soit à 9,5. Donc, on va le noter avec peut-être une autre couleur. On va le noter en rouge, comme ça vous voyez bien. Mon véritable point de poitrine, il se situe à 9,5. Il se situe comme ça, là. Et donc on voit, ici on a un petit décalage de 5 cm, 5-6 cm, voilà environ. Ça nous a servi à sculpter légèrement la poitrine, lui donner un léger volume. Mais notre véritable point de poitrine, il est là. Donc maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on aimerait faire commencer notre pince qui va partir dans la taille. Moi, je pense qu'on va descendre très légèrement notre point. Alors, pour déplacer notre pince, on va commencer par relier les 2 points ici à notre point de poitrine. On remet la pince où elle doit aller. Donc vraiment, c'est tout bête. Vous reliez votre point de poitrine au bord de la pince. Comme ça, on ne change pas le volume qui est pincé, mais on le déplace simplement. Ensuite, on va devoir dire où est-ce qu'on aimerait notre nouvelle pince. Donc, notre nouvelle pince, ben, moi je pense qu'on la veut peut-être un poil vers l'extérieur, je sais pas. Là, bon, là je vais tricher comme le point il est pareil ici ou là, ça va. Je vais faire comme ça, je vais me mettre perpendiculaire à la taille et puis je vais marquer la nouvelle ligne où je veux ma pince de taille. Ok? Donc ça sera l'endroit où la pince va partir. Et pour rappel, on sera du coup dans quelque chose qui ressemble à ça au niveau de la pince. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout con. Attention, ça va aller vite.
on va venir découper sur l'ouverture de la pince qu'on vient de noter. Voilà, on découpe sur cette ligne. Là, ma ligne, elle est là. Et puis, du coup, maintenant, je veux que ça vienne là. On est d'accord? Il faut que ça passe de ce côté. Et ce qu'on va faire, je vais mettre... je vais découper, ça sera plus lisible pour vous. C'est qu'on va venir découper sur un des côtés de la pince jusqu'au même point qu'on a fait avant. Et on va venir déplacer et fermer l'ancienne pince. Donc on va pouvoir venir scotcher cette partie-là, hop, et la maintenir en place. Donc là on voit mon côté il s'est légèrement décalé, mais c'est pas grave, on va pouvoir le retracer après. Donc quand on scotche, on fait attention à pas mettre trop de scotch, mais quand même à fixer les points qui doivent être fixés. Donc on peut mettre un au début et puis un à la fin. Voilà. Donc maintenant, on a ici notre patron avec la pince qui s'est déplacée. C'est tout bête. Là, vous n'avez pas le droit de fermer plus que ce que la pince était avant. Parce que ça veut dire que le patron n'était pas du tout prévu pour ça. Donc ça, on n'a pas le droit. Et maintenant, avec ce déplacement de pince, donc notre premier déplacement de pince tout bête, eh bien, on a encore une chose qu'on peut faire. Si on veut, ça serait de baisser le point de poitrine. Et là, on va pouvoir le faire, comme ça je vais vous le montrer. Donc ça, c'est si on veut pas que la pince de poitrine, elle arrive pif directement sur le tout point, le tout point pointu, on va dire ça comme ça, de la poitrine. Donc pour ça, je vais remettre du papier en dessous. Hop, voilà. On va venir scotcher le haut et le bas. Un petit scotch ici, un petit scotch là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà, hop, définir. Donc là, notre ouverture de pince, elle est à 3 cm. Donc je vais venir au milieu. J'ai noté 1,5 et je vais venir relier ça avec le point de poitrine. Pourquoi? C'est parce qu'on aimerait savoir le milieu de la poitrine. Ok? Et ensuite, je vais définir de combien j'aimerais baisser cette pince. Donc moi, je vais regarder. Sur moi, mon point de poitrine, il est là. Si je descends de 2 cm, ça arrive là. Si je descends de 3 cm, ok. Pour une pince de taille, moi, je préférerais que ça descende 3 cm en dessous de mon point de poitrine. Donc, je note sur ma ligne, depuis le point de poitrine jusqu'à 3 cm plus bas, en croisant sur la ligne que je viens de faire, qui est le milieu de ma pince, je renote comme ça mon nouveau point. Et ensuite, c'est très bête, je relie le point que je viens de faire avec le bord de ma pince. Je vais le faire en rouge, comme ça vous voyez bien. Comme ça. Et comme ça. Et nous avons du coup notre nouveau point de poitrine. Et donc ça serait la pince qu'on aimerait coudre. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous placer comme ça. Vous prenez une règle qui est légèrement arrondie. Voilà. Vous redessinez votre ligne. Et vous avez donc comme ça, eh bien, un patron où vous pourriez ici froncer votre tissu et venir y ajouter une petite bande à la fin, ou bien alors vous ajoutez la suite de la robe si vous changez cette blouse en robe, voilà. Mais donc vous auriez le droit de laisser cette distance comme ça, de ne pas fermer la pince et de simplement venir faire de très légères fronces avec ça. Et si vous faites ça, du coup, vous allez vous retrouver plutôt dans ce cas de figure. Donc on va pouvoir passer à la suite et avec ça au modèle 2. Donc là on vient de terminer ce modèle là et on va faire maintenant, hop, si on peut défiler, tchac,
une pince froncée vers l'épaule. Et là, le gros melon que je suis a décidé de se prendre soi-même comme exemple, parce qu'il n'y a pas de meilleur modèle que moi. Non, je rigole. Mais là, vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on envoie la pince de poitrine vers l'épaule plutôt. Ok? Donc, on va regarder ça ensemble maintenant. Donc, nous avons là notre base et on va regarder comment envoyer cette pince ici vers l'épaule. Pour ce faire, on va de nouveau venir couper notre patron à peu près à la ligne de taille parce que pour ce développement, le reste nous intéresse pas. Chez vous, réfléchissez quand même à ce que vous faites de cette partie et faites-le de manière perpendiculaire comme on a vu avec le modèle numéro 1. On travaille pas n'importe comment ici, hein. Et donc, la première étape, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on devrait venir faire pour venir envoyer ça ici? Si vous avez bien suivi la première étape, ça serait à nouveau de redéplacer notre point de poitrine. Donc, dans ce cas-là, on va faire ça. Donc, je vais venir mettre mon point de poitrine à la perpendiculaire avec le milieu devant et à la bonne distance du milieu. Donc on a dit que j'avais un écartement entre mes deux points de poitrine de 19 cm, ce qui nous donne 9,5 cm. Je fais mon petit point ici, je le fais bien assez gros comme ça vous voyez ce qui se passe. Donc ça c'est mon point de poitrine. Et on va du coup venir redessiner rapidement notre pince. Donc on reprend les bords et on les amène au point de poitrine, le vrai de vrai. Hop. Et hop. Le nouveau point de poitrine est dessiné avec la nouvelle pince. Et ensuite, vous pouvez observer quelque chose. Hop. Alors là, c'est un petit peu spécial parce que c'est fait avec des fils de smoke. Mais sur cette partie-là, on a un petit empiècement à l'épaule. Et c'est assez courant qu'on ait en fait une plaque d'épaule qui revienne vers le devant très légèrement pour avoir cet effet comme on voit souvent dans les chemises. Donc pour faire ceci, vous allez simplement définir à quel endroit vous voulez votre empiècement. Donc vous pouvez dire, moi je le veux parallèle, 4 cm plus bas. Vous pouvez aussi dire, non, moi je le veux plutôt un peu de travers, donc j'aimerais plutôt 2 cm plus bas là devant. Et puis par contre sur l'épaule, ça doit être beaucoup plus loin. Si on regarde là, sur la robe, ici donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez parallèle à la couture d'épaule et puis c'est peut-être 3 cm environ. Donc si on voulait faire ça, exactement ce on voit là, on prend notre équerre, on va tracer une ligne à 3 cm. Voilà. Et du coup, cette partie-là, après, vous allez venir la coller avec votre dos. Donc vous assemblez la couture d'épaule du côté du dos. Ce bloc-là, il devient partie dos. Ok? Donc nous, maintenant, ça, on s'en occupe plus. C'est plus notre problème. On a du coup notre nouveau devant. Si vous avez bien suivi, qu'est-ce qu'on fait? On va venir retracer notre nouvelle ligne. Donc si on aimerait que ça arrive plutôt vers le bord, vers l'intérieur, au milieu, nous on va plutôt dire vers le milieu, on veut quelque chose de classique. Je dessine comme ça la direction de ma nouvelle pince. Ça on a dit que ça dégageait avec le dos, donc on va venir le couper. Voilà, ça c'est le problème du dos, il disparaît. Et ensuite, comme avant, bêtement, on va venir découper hop, sur notre ligne. Et puis de ce côté, donc soit vous coupez ou bien soit vous pouvez aussi plier le papier. Je trouve que c'est plus précis, on va dire, si vous découpez directement. Hop. Donc on vient, on laisse peut-être 1 mm collé au bout de la pince. Hop. Des fois ça se détache aussi. Et on va venir fermer notre pince avant. Et qu'est-ce qui se passe là? Paf!
on a notre pince qui s'est créée vers l'épaule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste là et on dit bah du coup tout ça on va venir la froncer. Vous pouvez aussi dire non, moi j'aimerais plutôt que le début et la fin ça reste plat et puis je veux venir froncer que entre deux. Pour ce faire, vous définissez combien de plats vous voulez. Donc par exemple, on veut à peu près 3 cm. Je suis en train de me référer au carré sur ma table. Donc première contre-marque. Ensuite on dit ouais, de l'autre côté j'aimerais que ça soit plutôt 2 cm encore qui soit plat. Ok, donc on fait là plat, et puis on sait que entre ces deux marques, on va venir répartir notre volume. Et puis du coup, ça a quoi comme impact sur la partie du dos, hein, qui viendra être assemblée comme ça, tchac. Et ben, ça veut dire que sur le dos, on va venir mettre notre contre-marque à la même largeur, hop, et puis là, à la même largeur aussi, ici. Et puis on voit que ce bout-là, il est plus petit que ce bout-là. Et c'est normal parce que là, on va devoir venir froncer. Donc en fait, on va venir faire cet effort de répartir nos tissus. Et hop, on voit qu'ensuite, une fois qu'on aura réparti nos fronces ici, eh ben, les contre-marques, elles vont s'aligner. Tadam! Ensuite, là, c'est votre patron comme ça. Mais si vous vous dites, ouais, bon... Après, moi, j'aimerais faire une chemise sans manches. Et puis, du coup, je veux pas que mon épaule... Alors là, on est à combien, par exemple? Là, on est à 14. Moins les 2 cm de valeur couture, on est à 12. Donc, on va regarder hein, chez nous, depuis l'encolure, 12. Ouais, 12, ça me va bien sur le point d'épaule. Moi, j'aimerais peut-être que ça soit un petit peu plus en dedans. Et ben... Ce que vous voudrez faire, c'est... alors, soit vous rabotez sur les côtés en fonction de où vous voulez plus. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous devez encore réduire de 1 cm votre épaule, c'est venir manger ici 1 cm pour agrandir la pince. Et puis là, du coup, vous devrez aussi venir raccourcir de 1 cm à quelque part. On fait de cette manière-là, ok ? Donc ça c'est pour ce déplacement là. On nous demande dans le chat, la pince de poitrine a-t-elle toujours le même écartement suivant est-ce qu'on est petite ou grosse poitrine? Alors non, normalement plus vous avez une grosse poitrine, plus votre pince va devenir profonde et s'écarter comme ça, puisque une grosse poitrine ne veut pas dire que tout le reste autour est proportionnellement grand, et donc par exemple votre bras il va pas être 3 fois plus gros si vous avez une grosse poitrine. Admettons, si on prend le standard d'avoir une taille 38 avec une très très grosse poitrine, le reste du corps il reste à la taille de 38 standard, et du coup on va devoir venir plus mouler la poitrine à ce niveau là, parce que sinon on aura des gros plis ici qui vont se former, on aura trop de volume, et donc pour ce faire la pince devrait être adaptée et être plus profonde. Aujourd'hui c'est pas le sujet du live, et pour ça on doit revenir dans les constructions du patron très loin, et c'est assez difficile à faire. Donc aujourd'hui on reste avec les déplacements de pince. Mais sachez que quand vous faites des fronces etc., c'est beaucoup moins visible les petits problèmes qu'il pourrait avoir que si vous avez des découpes hyper précises. Si vous regardiez là, voyez, si j'avais un peu plus ou un peu moins de poitrine, le volume il viendrait se répartir à peu près dans cette zone, et puis on serait pas trop triste. Pour le modèle numéro 3, nous avons une pince dans la découpe, et en fait donc on va venir cacher, le principe c'est ça, on va venir cacher notre pince dans toute cette découpe qu'on a ici. Et vous voyez, c'est un petit twist assez sympa, puisque dans cette même découpe on pourra venir rajouter un volant, et là vous vous transformez en mannequin de chez Cézanne. Pour rappel, cette découpe, ça pourrait être le même cas qu'on a vu ici. Ça c'est aussi une découpe, c'est aussi un panneau 1, un panneau 2, et puis dans cette découpe on peut venir y ranger ce qu'on veut. Alors on le fait pas dans les coutures princesse, parce que ça se fait pas, c'est un peu bizarre, mais dans les coutures qu'on appelle colonne c'est que ça part dans l'épaule et ça continue dans la taille, couture colonne, et on peut faire ça très très facilement.
Donc pour ce faire, on va prendre de nouveau notre patron et on va regarder comment on va modifier ça. Pour ce faire, on va devoir de nouveau définir notre point de poitrine. Si on regarde sur les photos qu'on a là, on voit que suivant lequel de modèle, ça passe pas exactement sur le tout point de la poitrine, ok? Et donc, on va décider ce qu'on va faire là. Pour repère et référence, je vais remarquer mon point de poitrine, mon vrai point de poitrine. On se rappelle que chez moi, il est à 9,5. Pour faire ça, hein, je me mets perpendiculaire entre le milieu devant et puis je viens jusqu'à la hauteur de la pointe ici. Donc, ça c'est mon point de poitrine. Et on peut estimer en regardant sur les photos de combien le point de poitrine est décalé de côté et puis surtout qu'est-ce que nous on a envie. Donc moi je vais regarder là, je me dis ok bon moi c'est 3 cm. Je veux que mon point de poitrine passe à 3 cm du vrai point de poitrine. Et du coup ça veut dire tchac, tchac, tchac. Ça veut dire que mon nouveau point il doit passer par là. Alors étape numéro 1, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, rien de chinois et de sorcier. On va venir planter notre stylo au nouveau point de poitrine et relier aux côtés de la pince. Hop et hop. Tadam! Ensuite, c'est bien joli tout ça, mais on doit définir notre nouvelle ligne. Et pour ça, eh bien, on va s'aider de plusieurs choses. Alors, est-ce que je suis assez bien comme ça ou pas? Ouais, ok, on va le faire comme ça. Donc, la ligne qui va descendre jusqu'en bas de la blouse, on la veut parallèle avec nous ou bien perpendiculaire au sol. Pour ce faire, je vais mesurer ici. Je suis donc à 12,5. Je vais faire une marque en bas à 12,5, encore une marque à 12,5, encore une marque à 12,5. Ok? Et ça, je vais le relier d'une seule ligne. Tchac! Ensuite, vous avez différentes options comme vous voyez là. On peut aller plutôt vers quelque chose de ample ou alors on peut avoir quelque chose de plutôt cintré. Pour la variante B, on voit donc qu'on a assez d'ampleur et donc on va pouvoir traduire ça sur notre vêtement. Pour ça, eh bien, on a tracé notre première ligne et on voit ici qu'on a la taille qui est un petit peu marquée. Alors, on a plusieurs options à choix. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà d'arrondir pas mal cette taille pour donner un petit peu de l'ampleur. Alors, on pourrait même la faire toute droite si on voulait. Ça nous rajoute un petit quelque chose. Ou alors, on se dit, bon, tout droit, pas tant que ça. Mais je vais venir rentrer très légèrement. Alors, on peut regarder. Et puis on peut se dire, bah je veux redonner 1 cm au niveau de la taille. Donc votre taille elle est ici, hein, la plupart du temps elle sera notée là pas vu qu'on est sur un patron, on n'est pas sur un patron de base. Et puis ensuite, soit vous venez déjà faire légèrement arrondi, ou bien soit vous faites une ligne droite, puis après bon, en cousant vous arrondissez légèrement. Hop, moi je fais beaucoup de cette manière là, parce que c'est un angle qui est très mini. Donc là, j'ai redonné 1 cm. Vous pouvez faire ensuite 2 traits comme ça pour dire, voilà, stop, cette ligne-là, c'est l'ancienne ligne et je la veux pas. Ensuite, à la même hauteur de notre taille, que je vais revenir marquer ici perpendiculairement. Yep. Voilà. Là, on peut choisir, mais ce qu'on pourrait faire d'intéressant, c'est se dire, bon, on veut quand même un peu de l'ampleur, et c'est probablement un peu l'ampleur de la blouse actuelle, mais on aimerait quand même venir marquer un tout petit peu la taille. Et ce qu'on peut faire, vu qu'on a enlevé 1 cm là, enfin qu'on a ajouté, pardon, 1 cm là, c'est venir à 0,5 de chaque côté de cet endroit-là,
Et ça, eh bien, ça noterait un nouveau tracé pour nous. Donc, je peux déjà relier ça vers le bas. Je vais relier ça avec mon feutre violet. Hop. Hop. Donc, je veux pas manger des centimètres aux hanches. Hein. C'est pour ça que là, on revient à 0. Et ensuite, alors, maintenant, on doit dire notre couture dans l'épaule, où est-ce qu'elle va aller. Si elle doit aller un petit peu plus vers l'extérieur, vers l'intérieur. Moi, je pense qu'on est bien avec 5 cm. C'est pas tout à fait au milieu. Ouais, 5,5. Allez. Moi, j'aimerais que ma couture, elle arrive ici. Et donc, maintenant, on va pouvoir venir dessiner, voir un petit peu notre ligne, comment on peut la prendre. Donc, on peut regarder, on a, suivant comment, plusieurs règles. On peut tester avec des lignes différentes. Moi, je pourrais peut-être tenter un truc comme ça. Donc, ça veut dire, là, je trace un premier bout de ligne droit. Et puis ensuite, je viens chercher en arrondi à peu près comme ça, voilà. Hop. Et donc, ça me fait ma couture colonne, comme on appelle ça. Et donc, là, vous vous dites, oui, super, on a fait des lignes, mais encore. Et bien maintenant, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre pince. Vous vous en doutez, on va devoir couper à un endroit pour que ça s'écarte et qu'il se passe quelque chose. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse partir tout ça vers le haut et puis que là, on reste avec juste ce qu'on vient de bidouiller. Donc, pour ce faire, je vais prendre ma roulette, je vais venir découper le long de la ligne qu'on vient de tracer. Et hop. Cette ligne-là, ça sera donc ma ligne de couture. Hein. Je l'ai tracée directement belle pour qu'elle soit appréciable pour nos petits yeux. Ensuite, je viens encore une fois couper sur le bord d'une pince, de la pince de poitrine originale. Je viens fermer ça. Hop. Un bout de scotch au bord. Un bout de scotch vers le haut. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, là, on a une petite ouverture et c'est embêtant. Eh bien, on va venir relier tout ça et puis terminer ici à 0. Et donc, pour ce faire, on va regarder si on va droit, comment ça se passe. Ouais, là, on est assez minime. Donc, on peut le faire de cette manière. Voilà. Et donc, du coup, vous avez une petite pince ici et vous avez votre panneau là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand on va vouloir venir coudre tout ça, hop, eh bien, on va pouvoir venir découper sur les pinces qu'on vient de créer. Voilà. Et je vais découper la pince de l'autre côté. Et vous allez voir la magie se produire. Donc là, on découpe la petite pince. Tadam! Vous avez maintenant vos deux parties de patron. Vous avez la partie qui est vers le milieu devant. Vous avez la partie qui est au côté. Et tout ça, eh ben, vous allez pouvoir l'assembler. Et quand vous allez assembler ça, entre deux, vous allez pouvoir venir glisser vos petits galons de dentelle, votre froufrou, voilà, peu importe. Et ensuite, eh bien, ça donnera le résultat qu'on voit juste ici. Voilà. Et donc, quand on a ça, on va pas oublier de faire une chose qui est de mettre les repères, les contre-marques, peu importe. Au point de poitrine, c'est ultra important. Comme ça, là, on voit si c'est connecté là, en venant plier, on a la ligne à l'épaule qui se connecte juste. Ensuite, là, on va devoir venir coudre comme ça, paf, paf. On veut une autre contre-marque à la taille. Et puis, le fond, il va avec le fond, donc pas besoin d'ajouter une contre-marque.
Voilà, voilà. Et donc, avec ça, on a terminé ce développement et on a terminé notre petit chapitre sur le développement des pinces de poitrine. Voilà, donc si c'est clair pour vous, on va pouvoir passer à la partie 3 qui est la partie des manches. Et pour ce faire, j'ai 2-3 informations pour bien commencer à appréhender ces patrons de manches. Ensuite, on va regarder la manche chemisier froncé, qui est finalement assez simple. La manche ballon, mais ballon qu'à la tête de manche. Et puis la manche tulipe, comme ça m'a été demandé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Les liens sont dans la description. Alors, pour bien commencer, il faut réfléchir un peu de manière générale, est-ce que notre tête de manche, elle est plutôt plate ou elle est plutôt haute? On voit ici qu'on a différentes sortes de manches et on voit que plus la tête de manche elle est plate, donc celle-ci, cette version-là c'est une tête de manche plate, plus elle est large. Et on voit que plus la tête de manche elle est haute, plus elle est fine. Si on regarde ce qu'on a nous sur notre patron, eh bien, on voit qu'on a une tête de manche qui est assez moyenne. Mais ça, en fonction des développements que vous voudrez faire, c'est assez important de savoir si vous aurez besoin du coup d'embut ou pas. Et l'embut, qu'est-ce que c'est? L'embut, c'est le surplus qu'on a du côté de la manche comparé à l'emmanchure. L'emmanchure, c'est le trou. La manche, c'est le tube qui va venir s'insérer dans notre emmanchure. Et donc, souvent, on a une différence et notre manche, elle est plus grosse que notre emmanchure. Pourquoi? Eh bien, on a cet embut ou ce soutenu qu'on appelle aussi. Ça va permettre de donner un léger petit volume comme ça sur du côté de la manche et avoir une manche qui est très belle et qui tombe très très bien. Ça empêche d'avoir d'un coup la manche qui d'un côté tend sur le corsage et qui viendrait du coup manger le corsage comme ça. Après ça fait des vagues un petit peu bizarres, c'est pas très agréable. Et donc l'embut, on va venir surtout le placer sur des manches à hauteur de tête de manche haute ou moyenne. Quand on a une tête de manche qui est toute plate, on n'a pas d'embut, ça nous sert à rien. Et donc, réfléchissez juste, gardez en tête que si vous avez une tête de manche toute plate, eh ben vous n'allez pas avoir d'embut et vous devez vérifier que votre manche, elle fait la même distance ou 0,5, 1 cm de plus que votre corsage. Et sur ce, on peut du coup commencer avec notre manche chemisier froncé. Je vais aller chercher le patron de base. Donc nous voici avec notre base, elle ressemble à ceci. J'ai rajouté le trait sous l'emmanchure pour voir un petit peu la hauteur de la tête de manche, comprendre à quoi ça ressemblait. Et donc on voit que là on n'est pas super haut, on n'est pas ultra plat non plus. Et puis sinon elle est légèrement entravée, donc entravée ça veut dire plus petit. Et on a quelque chose qui ressemble à ça. Si on revient sur notre petit schéma d'avant, on peut y analyser tout ce qu'on voit là. Donc la manche chemisier froncée, on a une tête de manche qui est cousue à plat. Donc on voit là, on n'a pas de plis, on n'a pas de fronce, on n'a rien. Par contre, on a des petites fronces à ce niveau-là. Et on voit donc sur le schéma ici, encore une fois, on est froncé ici. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. Donc on a comme un cadre qui est dessiné autour de notre manche. La manche, elle est toujours constituée de cette manière. Donc on a la tête de manche. Et puis au fond, donc là on aurait la ligne de coude. Ici, on a ce qui va arriver près du poignet. Et très souvent, au niveau du poignet, on va avoir des plis. Et c'est des plis qui permettent de réduire la distance en bas de la manche, tout en permettant d'avoir la largeur au niveau du coude et de l'emmanchure. Et donc, la première étape pour avoir une manche, un bas de manche, un poignet qui est froncé, c'est donc de ne pas toucher le poignet. Le poignet, c'est notre bande droite, on le laisse tranquille, on ne le touche pas. C'est d'avoir une distance du fond de manche qui est plus longue que notre poignet. Comment on peut faire ça de manière très simple? Si vous voulez très peu de fronce, la première étape, voilà, c'est très simple. Vous virez les plis. Et là, ça veut dire qu'on a déjà, si on mesure, on a 2 cm et 2 cm. On a 2 x 2, 4 en tout.
on a un bas de manche qui fait 4 cm de plus que notre poignet. Donc ça veut dire qu'on a déjà 4 cm de fronce à notre disposition. 4 cm, ça fait peut-être pas beaucoup, hein. Normalement, on dit pour les fronces entre 1,5, 2 fois la longueur de base que ce qu'on veut. Donc on prendrait la longueur de notre poignet qui est autour des 25 et on pourrait dire fois 1,5 ou fois 2 en fonction de ce qu'on veut. Et ça serait la distance qu'on aurait besoin ici. Ok ? Là, moi, je dis que, voilà, là, j'ai déjà 4. En tout, j'aimerais bien avoir 10 cm de tissu en plus à répartir. Donc, 10, on va pouvoir le noter ici même. 10 moins 4, puisque j'ai déjà 4 ici, ça nous fait 6. Et comme sur la manche, on va toujours travailler des deux côtés pareil une fois que la base elle est montée, ça nous fait 6 divisé par 2, ça nous fait 3. Et donc, vraiment, là, c'est tout bête. Mais vous allez venir rajouter de chaque côté du poignet, du bas de la manche, plutôt pour être très correct avec ce qu'on dit. 3 cm. 1, 2, 3. Là. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. 3 cm. Ok. Maintenant, on fait quoi avec tout ça? Eh bien, on va venir relier. Alors, je vais refaire ma petite technique de l'espace. On va venir relier notre bas, le point en bas. Vous voyez juste pas, le point ici. Hop, avec le point qu'on a à la tête de manche, tout bêtement. Voilà. Je relie. Et je vais relier la fin ici. Et donc avec ça, on a déjà fait notre premier côté. On trace pour supprimer la ligne de base. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais bouger derrière, mais bon. Bref, ça ira comme ça pour la précision aujourd'hui. Ouais, on a déjà vu plus précis, mais bon. Très bien, voilà. Et donc, du coup, eh bien, on a notre tête de manche qui est plate, qui ne bouge pas. Et puis, on a notre bas de poignet qui est du coup maintenant 10 cm plus long que les 25 du poignet. Et donc, ce surplus de tissu, on va pouvoir le répartir en fronce comme on le voit très bien ici. Et avec ça, ça conclut notre développement pour le premier modèle qui est une manche de chemisier froncée au bas du poignet. On peut donc attaquer le modèle numéro 2 qui est la manche ballon, mais uniquement à la tête de manche. Après, vous verrez, c'est un développement qui est assez facile et donc vous pouvez le reproduire pour le bas de manche aussi, comme vous voulez. Donc, si on analyse un petit peu ce qu'on voit là, on voit qu'on a une manche avec un petit volume. On a un ourlet qui est plat et là, on a les fronces. Ceci n'est pas une manche gigot, quoique le sketch là, ça pourrait presque en être une. Mais une manche gigot, on a vraiment un effet qui monte beaucoup plus que là. Là, on sait à coup sûr que c'est une manche ballon parce qu'on n'a pas la manche qui monte plus que ça. Dans la manche gigot, il y a une construction qui fait qu'on éclate la tête de manche et qu'on va venir la pousser encore plus vers le haut. Et là, on peut voir sur ces premières découpes ici qui sont marquées. Donc là, on va raccourcir notre manche déjà. Donc ça vous fera une information si vous voulez juste vous faire des manches courtes. Et puis ensuite, on voit qu'on a 3 découpes ici avec lesquelles on va pouvoir travailler. Je vais donc vous montrer ça sur mon mini modèle ici. La première étape, c'est déjà de définir quelle longueur de manche vous voulez. Cette ligne-là, elle correspond à ce que vous avez sous le bras ici. Et donc, la chose intéressante pour ça sera du coup de définir depuis le bas de manche
donc depuis dessous votre bras, la longueur que vous voulez. Ok? Si on prend L, on sera, je pense, allez, autour de 13 cm à peu près. Donc c'est ce qu'on peut noter ça facilement. Donc je vais noter en suivant cette ligne-là que j'ai faite, pardon, en reliant ce point et ce point-là. Je vais sur ça et puis je vais noter mes repères à 13 cm à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va tracer la ligne du fond de la manche. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est venir mesurer cette ligne-là. Donc cette ligne-là, chez moi, elle fait 37 cm. Moins les 2 cm de valeur de couture, ça me fait 35. Je vais venir autour de mon bras et je vais venir à l'endroit où la manche devrait s'arrêter, regarder si le volume me plaît ou si j'aimerais un petit peu moins. Là, j'ai 35, ça a à peu près le volume qu'elle a là. Donc, moi, ça me va comme ça. Si jamais on aurait jusqu'à 4 cm, vous pouvez faire 2 ou 2 de ce côté-là. Et puis, vous vous en sortez comme ça. Après, il faudrait venir croiser différemment, mais ça, on va pas le regarder aujourd'hui. Donc, pour moi, le bas de manche, il est OK. Et maintenant, eh ben, on va devoir venir donner du volume en haut, puisque on a besoin de fronce à ce niveau-là. Pour ce faire, on va venir déjà marquer un trait au milieu. Je vais juste voir un truc par rapport au patron de base. Je vais vérifier cette info-là pour pas que je dise des bêtises. Et 20. Oui, donc on a bien le milieu qui est au milieu de la manche. Et du coup, eh ben, vous allez voir sur le patron de base que vous pouvez télécharger, il y a une micro pointe en haut. Je me suis servi de ça comme repère pour le milieu. Et en gros, vous allez venir, sinon vous pouvez mesurer la moitié de la distance de cette ligne-là. Vous faites votre marque au milieu. Et puis, perpendiculairement, vous allez venir tracer une ligne qui marquera le milieu de votre manche. Ensuite, on va devoir venir continuer à donner du volume. Le volume, on le veut plutôt sur la partie supérieure de la manche, donc à cette distance-là. On ne veut pas avoir de volume sous la manche. Ça ne nous sert à rien d'avoir des fronces là-dessous, on est d'accord. Pour ce faire, on va venir tracer 2 parallèles et je vais venir personnellement me placer, allez, on va se dire à 7 cm. Je trace ma première parallèle à 7 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais venir essuyer mon stylo aussi puisqu'il est dégueulasse. Voilà. J'ai ça maintenant. Et comment on va faire pour la suite? Eh bien, pour ce faire, on va venir découper. Alors, je découpe le fond, donc ce qui est pas nécessaire, c'est égal comment vous le faites. Et après, je laisse 1 mm attaché et je reprends la découpe sur mes lignes. Et là, je vais jusqu'en haut du papier. Je fais pareil ici. Je laisse un micro-bout qui me permet de pivoter sans avoir mes bouts de manche qui s'éloignent partout, qui s'éparpillent. Je fais encore pareil sur la dernière section. Hop. Voilà. Quand vous faites ça, si jamais vous avez peur que ça s'envole, que ça parte dans tous les sens, 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez numéroter vos parties aussi. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous mélanger. Voilà, j'ai donc pris mon bout de papier que je suis venue placer sous mon patron et on va pouvoir venir faire les écartements. Pour ceci, on va pouvoir venir fixer une première pièce du patron, une des deux, donc entre la numéro 2 ou la numéro 3, c'est égal. Et puis vous allez la fixer des 2 côtés, voilà. Hop, hop. Et ensuite, on va vouloir venir décider combien on doit ajouter.
Donc on peut un peu estimer voilà le volume. Moi j'ai 3 découpes, je pense que je vais rajouter dans ces 3 découpes à chaque fois 4 cm et du coup ça fera 12 cm. Comme ça on a quelque chose d'assez imposant. Donc je vais pour ce faire, ce que vous pouvez faire aussi c'est fixer le patron un peu vers le bas, comme ça les pièces ne tordent pas et vous restez toujours avec quelque chose d'assez plat. Voilà. Donc je vais venir à ma tête de manche là-haut et je vais marquer un repère à 4 cm. Voilà, j'ai noté mon point 4 cm plus loin et du coup je vais venir placer ma manche 4 cm plus loin tout en gardant l'ourlet à plat. Donc j'écarte que en haut. Si vous vouliez avoir une manche ballon qui soit froncée en haut et en bas, là vous écartez juste en parallèle. Vous laissez pas ici à scotcher, vous ouvrez et puis vous écartez de 4 aussi. Ensuite, je fixe l'autre côté de ma manche. Et encore une fois, je viens noter mes 4 cm. Hop, voilà. Et je viens faire pivoter ma manche comme ceci. Je peux fixer là-haut. Et je viens fixer la manche encore une fois en bas là. Ensuite, je vais faire pareil une dernière fois de ce côté. Donc là, j'ai regardé, j'ai placé le truc, la partie sans faire le coup de crayon. Ça va aussi si vous avez l'habitude. Si vous êtes peu sûr, faites quand même attention de prendre un repère. Et avec ça, on a notre patron qui est fixé. Maintenant, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'on a comme petit problème? Notre petit problème, c'est que vous voyez cette ligne-là et cette ligne-là, elles sont toutes décalées. Hein. Elles sont toutes moches, ça va plus du tout. Et ça, je vous le mets dans le bon sens aussi. Ça, c'est un petit peu problématique parce que du coup, on passe où maintenant pour coudre? Alors, quand vous faites une manche ballon, vous avez le droit, une fois que ça c'est fini, de monter un petit peu la tête de manche. Vous pouvez monter jusqu'à 4 cm max sans faire trop de bêtises. Après, ça devient une construction moins gigot. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais remarquer le milieu de la manche. Donc, entre mes 4 cm que j'ai ajouté ici au milieu, je trace un trait à 2. Et puis là, je viens à 0 en bas, vu que j'étais déjà au milieu. Voilà, et ça, c'est le nouveau milieu de ma manche. Et ensuite, donc, on va venir ajouter ici. Donc là, j'ai ma ligne de base qui passerait ici. Et donc, je vais venir ajouter... Allez, moi, j'ajoute 2,5 parce que j'ai 2,5 de papier. Mais chez vous, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 cm si vous voulez. Je fais ma ligne. Et ensuite, vous voyez, si je fais la différence là, cette ligne-là, elle est beaucoup plus basse. Elle est 1 cm plus basse que cette ligne-là. On a un peu ce décalage. Donc ce qu'on va venir voir, c'est comment on peut venir relier ces lignes. Soit on vient relier là comme ça et on vient à ce point là plus haut, soit on trouve une sorte de milieu entre le point le plus bas là et puis le point le plus haut ici, et puis on regarde comme ça. Moi je vais voir si j'arrive à faire une jolie manche en venant à ce point ici. Alors... non, je vais quand même aller un peu plus bas. Donc je vais retracer maintenant le haut de la manche en rouge, comme ça vous verrez bien. Hop, donc pour ça, il vous faut quand même une bonne petite règle avec des arrondis, sinon c'est très difficile à tracer ces traits. Voilà, donc là je suis venue taper à peu près à ce niveau-là. Là on voit que c'est encore un peu plus haut. On va faire pareil de l'autre côté. Je reprends ma ligne là, je viens voir comment j'arrive à connecter les deux. Hop, et ma foi, ça a l'air pas mal comme ça. Et avec ça, j'ai retracé ma tête de manche. Si vous êtes là à la perpendiculaire, hop, comme ça, par rapport au milieu, vous ne voulez pas que votre ligne, celle-ci, aille plus haut et dépasse ce trait-là. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire ça, sinon vous allez avoir une construction un petit peu
un petit peu bizarre. Voilà. Alors, j'ai perdu mon bouchon. C'est pas grave, on le retrouvera après. Je l'ai retrouvé. Paf. Ce que vous pouvez encore faire maintenant pour vous aider, c'est que vous allez prendre la partie de l'emmanchure, donc le devant et le dos, et puis vous allez dire, moi j'aimerais que mes fronces, elles commencent à partir de là. Par rapport à moi, ouais, ça fait à peu près ici, là, comme ça. Moi, je veux que ça soit comme ça. Très bien. Donc ça, c'est la partie de notre devant. Et puis, ici, c'est la partie 1 qui est du côté devant aussi. Bon. Alors, du coup, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer cette partie-là, puisque cette partie-là, elle sera fixe et elle n'aura pas de fronce. Voilà. Et elle fait 12 cm. Pardon, 12 j'ai dit, pas 10. 12 cm. Et donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir depuis là, à la même place, et je vais venir mesurer mes 12 cm. Pour éviter les problèmes et que ça soit joli, on va mettre 12,5. Comme ça on aura 0,5 un peu d'embut qui vont aller se cacher très bien parmi le reste, mais comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas avoir des plis sur votre corsage. Donc j'ai noté à 12,5 et je fais une contre-marque ici. Là vous aurez une autre contre-marque qui sera à relier avec la couture de l'épaule, sauf si vous l'avez bougé bien entendu. Et puis pour le dos vous faites pareil. Et comme ça vous savez que cette partie-là elle va avec cette partie du corsage, cette partie-là il faut la froncer et qu'elle est reliée à cette partie-là du corsage. Et vous avez ainsi vos repères. Et donc avec ça, nous avons créé une manche ballon, une variante où on fronce que la tête de manche. On peut donc regarder le modèle numéro 3 qui est une manche tulipe qui m'a été demandée sur Instagram. Donc la manche tulipe, c'est quoi? C'est une manche qui va venir en une pièce se croiser sur le dessus de notre bras. Et donc finalement, ça a l'air très très compliqué, mais vous inquiétez pas. C'est pas aussi terrible que ça en a l'air. On va regarder ça du coup ensemble. On va donc commencer avec notre base et on va définir la longueur. Là, on voit qu'on est souvent sur des manches courtes pour les manches tulipes. Au niveau de la forme, forcément, ça marche mieux comme ça. Moi, je vais faire 6 cm en dessous de mon emmanchure. Donc, je vais tracer ma première ligne 6 cm en dessous de l'emmanchure. On va peut-être tracer ça en violet. On emploiera le rouge pour les lignes après. Donc là, je trace 6 cm en dessous. Ensuite, elle sera ouverte, mais il faut quand même qu'on aille l'ampleur qui soit nécessaire et agréable pour nous. Donc, on est à 38,5. Donc, ça me fait 36,5, moins les valeurs de couture, bien entendu. Et hop, je viens voir si ça, ce que j'ai là, c'est OK ou pas. C'est pas trop mal, on a l'ampleur, ça ressemble un petit peu à notre modèle qu'on a ici du coup comme référence, donc on va pouvoir laisser ça comme ceci. Donc, maintenant, en fait c'est très simple, il nous reste plus qu'à définir l'endroit où on veut que notre histoire ça commence. Donc on voit que c'est pas trop loin du haut de la manche, donc on va peut-être regarder sur nous à partir du point le plus haut, notre couture d'épaule, à combien de centimètres on aimerait que ça arrive. Moi je me dis ok, 7 cm c'est pas mal. Du coup, je vais venir à 7 cm. Alors par rapport au modèle qui est dessiné là, 7 cm ça fait pas beaucoup. Je vais regarder si je peux bouger ça aussi. Ouais, ok. Alors, je vais mettre plutôt 10. Là, je vois par rapport à ce que j'ai sous les yeux que ça serait peut-être mieux de faire 10. Donc, je fais une première marque à 10 cm d'un côté. On va faire l'autre marque à 10 cm également. Hop. Je vais faire une croix pour bien indiquer la partie du devant. Bon. On a donc ces deux marques maintenant. C'est super. Et ce qui nous reste à faire, c'est de venir définir la ligne à laquelle ça va se croiser. Donc là, on va laisser un bout de la ligne tranquille. Et puis ensuite, on doit venir faire des arrondis. Donc là, on avance dans le blanc. Puis on va regarder, est-ce que en faisant comme ça, j'arrive à des trucs qui sont jolis? Bof. Non, pas trop. C'est un peu bizarre.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà peut-être venir avec un crayon papier. On va venir voir si on arrive à venir chercher une ligne qui soit assez agréable. J'ai l'impression que la ligne, elle commence à décoller un petit peu à la même hauteur que l'autre endroit où ça se croiserait. Donc là, donc c'est-à-dire que ça, on va laisser plutôt plat. Et puis, on va venir regarder comment on arrive à relier ça pour avoir une jolie ligne. Voilà. Donc ça sera un petit peu à votre guise. On va venir tester, hein. Peut-être que notre ligne au final elle sera moche. Voilà. Donc là on aimerait peut-être un arrondi un petit peu plus arrondi. Voilà, comme ça. Ça me plaît pas trop mal. Je vais regarder si j'arrive à venir l'attraper avec ma règle, cette ligne. Histoire que je puisse ensuite la reproduire facilement de l'autre côté. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Donc, je vais venir de ce côté comme ceci. Et puis ensuite, j'inverse. Et puis, on va voir, est-ce que comme ça, j'arrive à faire quelque chose? Non, peut-être comme ça. Comme ça, on est pas mal. Hop. Voilà. Donc, avec ça, j'ai ma première ligne. Et puis, alors là, vous avez, soit vous avez le talent, hein, on va pas se mentir, soit vous êtes doué, soit vous vous fixez avec votre milieu. Et puis, si vous voulez pas faire de bêtises, vous pouvez vous mettre un deuxième point de repère. Donc, on a le premier qui est celui-là. Là, on est à 2,5 et donc je sais que ma ligne, il faut qu'elle repasse à 2,5. Par là. Donc je viens comme ça, je me mets de cet endroit-là, de cette manière. Et puis je vais voir comment est-ce que j'arrive à choper ma ligne. Donc là, il faut que ça vienne croiser aussi au même endroit où ça croise mon milieu. Et puis une fois que j'ai tous ces points de repère, on devrait avoir une ligne qui est similaire des deux côtés. Alors, voilà, il faut prendre le temps d'aller chercher la ligne. Donc, première partie de la ligne. Et puis ensuite, après, on a fait comme ça. On a repris. Voilà. Et hop. Très bien. Donc, avec ça, on aurait les deux parties de notre ligne comme ça. Bon. Maintenant, il y a encore autre chose. C'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ces deux parties qui sont séparées. Et pour ce faire... on va faire quelque chose de sympathique. On va venir Ah, est-ce que j'arrive à le mettre comme ça? Oui, j'arrive. On va venir recopier la partie, une des deux parties qu'on a dessinées. Je vais recopier, la partie du dos. Pour ce faire, je vais prendre mon feutre là, comme ça. Voilà. Donc là, vraiment, on s'occupe de venir redécouper, redessiner... pardon, j'ai bougé. Redessiner la partie du dos. Voilà. Là, on a notre ligne arrondie. Quand vous faites des copies de patron comme ça à la main, vous pouvez sans autre, pour les lignes arrondies, faire des petits traitillés. Et au final, l'œil comprend bien où ça doit aller. Et il n'y a pas de souci. Après, vous ne devez pas vous embêter à faire des lignes qui sont toutes droites. Voilà. Je vais marquer mon repère ici. Comme ça, on voit un peu quel impact ça a. Tchac. Donc ça, c'est ma partie du dos. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est garder ma partie du devant, donc c'est celle-ci. Donc je vais couper là sur ma ligne de l'ourlet. Je suis la belle ligne que j'ai dessinée pour la partie du devant. Hop, ça, on n'en a plus besoin, on vire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout bêtement. Hop. On va pouvoir venir assembler les deux parties ensemble. À la couture qui serait normalement la couture sous le bras.
Est-ce que vous voyez la magie qui est en train de se passer? Donc, je viens à ma couture qui serait normalement sous le bras. Je viens assembler les deux parties. Voilà. Et nous avons donc notre manche tulipe. Si on découpe encore ici comme ça. Alors, si vous faites ça, vous faites attention avec les valeurs de couture. Hein. Là, j'ai pas fait attention. J'aurais dû coller 1 cm plus loin. Des deux côtés. Hop. Et hop. Voici, voilà. Et on a notre manche tulipe qu'on va pouvoir ensuite venir coudre grâce à nos repères qu'on aura bien mis au préalable. Alors attendez, je cherche, voilà, comme ceci. Vous avez votre manche tulipe qui viendra. Je me mets là, comme ça. Voilà, donc avec ça, on a notre manche tulipe qui est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît et que vous aimeriez en apprendre un petit peu plus sur le milieu textile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, mais surtout à venir me suivre sur Twitch. Et c'est là où je fais très régulièrement des lives où je vous apprends à coudre, on apprend à patronner ensemble, bref, plein de choses. Je vous laisse tous mes réseaux en bas dans la barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!